Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette portion du cours dédiée au paradigme de programmation fonctionnelle. Alors ici, nous allons utiliser le langage Lisp ou plus particulièrement le langage Scheme, qui est un des membres de la famille Lisp. Alors, dans cette première leçon, nous allons faire une brève introduction au langage Lisp. Alors, le langage Lisp a été conçu dans les années 50, ce qui en fait un des langages les plus vieux qui sont toujours utilisés. Le premier langage, on sait, était le langage Fortran, et puis le Lisp est arrivé peu après. En fait, si on veut regarder les origines du langage, il faut aller au-delà de cette période, hein, même dans les années 30, où l'idée de programmation a commencé à germer avant même qu'on ait des ordinateurs pour effectuer, pour tourner ces programmes-là. Bon, vous connaissez peut-être la machine de Turing, hein, qui est un concept qui a permis de démontrer qu'on pouvait réaliser n'importe quelle tâche en la divisant en une série de petites étapes qui étaient à être effectuées l'une après l'autre. Alors, c'est ce qui a mené à l'idée de programmation actuelle, en fait, la programmation impérative qui reposait sur une série d'instructions. Alors, toutes les architectures d'ordinateurs contemporaines, hein, fonctionnent sur cette idée-là. Mais il y a eu aussi une autre école qui voyait la réalisation de tâches d'une façon plus abstraite. Alors, c'était celle qui reposait sur la théorie du calcul lambda. Alors, dans ce contexte, quand on voulait résoudre une tâche, on essayait plutôt de la décomposer en une série de fonctions, alors des fonctions lambda, en fait, qui créaient des fonctions. Et puis, en appelant ces fonctions-là et en créant ces fonctions et en faisant comme ça une composition de fonctions, on arrivait à réaliser n'importe quelle tâche. En fait, le but du lambda calcul, c'était de démontrer effectivement que n'importe quelle tâche pouvait être créée à partir de petites fonctions fondamentales qui s'appelaient l'une sur l'autre et puis qui se définissaient, avec lesquelles on pouvait définir une fonction à partir d'une autre. Donc, c'était une vue plus abstraite, hein. La machine de Turing était vraiment orientée sur une architecture ordinateur, alors que le calcul lambda était plutôt une approche mathématique qui permettait de faire des démonstrations. Alors, dans la philosophie Lisp, on voit plutôt la réalisation d'une tâche comme étant une liste de choses à faire. Et quand on a une liste de choses à faire aussi, quelquefois, c'est qu'on a une liste de fonctions qu'on peut vouloir utiliser afin de réaliser cette tâche-là. Donc, toute la structure de données de base derrière le langage Lisp, c'est la liste, d'où le nom Lisp pour List Processing. Alors, c'est ce qui nous permet de bâtir un programme. Lisp est orienté avec cette idée-là, l'idée de bâtir un programme en se reposant sur des listes, et puis ces listes-là sont traitées par des fonctions. Alors, le Lisp original a mené à toute une série de différents dialectes. Et l'un en particulier qui nous intéresse, c'est le Scheme. En fait, le Scheme a aussi été créé avec à l'esprit le calcul lambda. Mais dans le cas du Scheme, comme le Lisp existait auparavant, quand ils ont bâti le langage Scheme, ils ont bâti ce langage-là en utilisant du Lisp. En fait, c'est comme ça que Scheme est devenu finalement un sous-ensemble de Lisp. Et donc, ils ont bâti de cette façon-là un langage très simple, très élégant, qui permettait donc d'utiliser les concepts de Lisp, mais d'une façon un peu simplifiée. Donc, Scheme était très approprié pour l'enseignement du langage fonctionnel et du paradigme de programmation fonctionnelle. Le Lisp a aussi été normalisé. Le Lisp original a été standardisé, je devrais dire, et ça a mené au Common Lisp, qui est un langage quand même assez complexe, mais qui permet donc de bâtir
n'importe quelle application, n'importe quel logiciel de façon professionnelle. Euh, En continuant avec le Scheme, une autre équipe a développé ce qu'on appelle maintenant le Racket. Alors, le Racket, c'est un environnement de programmation fonctionnelle auquel a été ajouté tout un aspect graphique, justement, qui permettait de faciliter l'enseignement du Scheme, de la programmation fonctionnelle. Alors, depuis le temps, Racket a été grandement augmenté avec toutes sortes de concepts orientés objets, etc. Mais il existe toujours dans l'environnement Racket la possibilité de programmer en mode exclusivement Scheme. Et c'est ça qu'on va faire, nous, dans le cadre de cette partie-là du cours. Alors, comme on le dit, le Lisp et plus particulièrement le Scheme, c'est un langage vraiment simple et très expressif dans le sens où, avec quelques lignes, on peut concevoir un programme complet qui réalise une tâche précise en se reposant strictement sur le paradigme de programmation fonctionnelle. Donc, il a une syntaxe très simple, très uniforme, mais ça n'empêche pas que ça devient un langage, que c'est un langage qui est très expressif et très riche. Il y a 9 concepts clés derrière le Lisp, en fait, derrière le Scheme, je devrais dire. Alors, ce sont ces 9 concepts-là qu'on va regarder à partir de la prochaine leçon. Alors, je vous les présente ici sans en parler, mais on va revenir et analyser chacun de ces concepts importants qui font de Scheme le langage qu'il est actuellement. Mais ce qui est important de retenir à ce point-ci, c'est que le Scheme, c'est un langage de programmation fonctionnelle pur si on s'en tient justement aux fonctions qui correspondent à cette nomenclature. En particulier, quand on bâtit bien un programme Scheme, ben, le programme, finalement, c'est juste l'appel d'une fonction. Cette fonction-là peut appeler d'autres fonctions qui vont appeler d'autres fonctions, mais à la fin, notre programme n'est strictement que l'appel d'une fonction. Alors, c'est ça l'idée derrière le paradigme de programmation fonctionnelle. Tout se conçoit comme étant des appels de fonctions qui peuvent, comme je l'ai dit, appeler d'autres fonctions. Alors, on va voir que la récursivité va être un outil très important dans la programmation fonctionnelle. Alors, les fonctions dont on parle, ce sont des fonctions non causales, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise, on appelle ces fonctions avec des valeurs particulières pour ces paramètres, on obtient toujours le même résultat. Donc, même si on appelle plusieurs fois cette fonction-là, toujours avec les mêmes paramètres, c'est toujours la même sortie qui va être produite. Et donc, il y a cette certitude-là. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire à l'appel d'une fonction. Dans nos fonctions, comme on ne fait qu'appeler d'autres fonctions à l'intérieur de nos fonctions, on va voir qu'on n'aura pas besoin de définir de variables, donc il n'y aura pas d'affectation. Il n'y a pas de boucle non plus dans un programme qui utilise la programmation fonctionnelle. Au lieu de boucler sur une structure, on va faire de l'appel récursif qui va comme ça traiter tous les éléments d'une liste. Il n'y aura pas d'énoncé de contrôle, sauf une fonction if, then, else qui va nous permettre d'orienter la direction, d'aiguiller notre programme dans la direction que l'on veut selon des conditions particulières. Alors évidemment, la programmation fonctionnelle pure, ce n'est pas toujours facile à réaliser. Alors, on va se permettre certaines concessions. Une première concession, c'est plutôt une simplification. On va se permettre la définition, des définitions locales à l'intérieur de notre programme, ce qui va nous permettre d'éviter des répétitions. On pourrait aussi se permettre des affectations. Il y a cette possibilité-là à l'intérieur du langage, mais ce n'est probablement pas quelque chose qu'on va utiliser dans notre cas ici. Et l'autre chose importante, c'est de permettre de l'exécution en séquence, donc de décomposer notre programme en une série d'étapes. Alors, dans beaucoup de cas, ça permet de simplifier la réalisation de notre programme là,
Par exemple, on pourrait penser d'avoir une étape où on lit les variables, les valeurs, je devrais dire, les paramètres de configuration de notre programme, soit d'un fichier ou d'un utilisateur, puis on réalise la tâche demandée et finalement, on sauvegarde les résultats par exemple, dans un fichier. Donc, cette division-là en séquence, elle est parfois très, très utile. Elle n'est pas essentielle, mais elle simplifie un peu la création, l'élaboration de notre programme. Donc, le langage Lisp a été très populaire, surtout parce que, au lieu d'être une abstraction de la machine, donc des instructions assembleurs de la machine qui étaient abstraites avec des instructions de plus haut niveau comme des boucles while, dans des langages comme le Fortran. Alors, dans le cas du Lisp, on est plutôt dans une abstraction plus mathématique, fonctionnelle, où on se pose la question, quand je veux réaliser une tâche, quelles sont les fonctions dont j'ai besoin et dans quel ordre ces fonctions-là doivent être créées et retournées et appliquées sur mes données. Alors, pour cette raison-là, ça a été un langage utilisé pour la création de systèmes experts. Euh, Aussi pour les langages naturels, donc de créer une interface où on pouvait avoir une espèce de conversation avec une machine dans un langage naturel. Très pratique aussi le lambda calcul et le Lisp pour faire du raisonnement automatique, donc de pouvoir faire des preuves. Et aussi, le Lisp est aussi un bon outil quand vient le temps de programmer des jeux, donc de faire des raisonnements et puis d'avoir une interaction avec un utilisateur. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir là, dans cette partie-là du cours, comment on peut utiliser ce langage Scheme pour réaliser toutes sortes de tâches. Euh, donc, on a dit que nous, dans la partie Lisp, on va se concentrer sur le Scheme. Alors, j'ai déjà dit que le Scheme, c'est une simplification, si on veut, du langage Lisp, mais qui demeure un langage très, très complet, qui a été standardisé. Le Lisp comme le Scheme, ce sont des langages qui sont généralement interprétés, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi compiler un programme Scheme pour pouvoir l'exécuter de façon plus efficace. Alors, le Scheme a été conçu dans une optique de pouvoir enseigner la programmation fonctionnelle et pour cette raison-là, on va voir qu'il est vraiment très élégant. Dans notre cas, on va utiliser la version Racket ou en fait l'environnement Racket pour faire notre programmation avec Scheme. Alors, Racket, c'est un environnement de programmation, comme je vous l'ai dit, qui a permis de rendre encore plus simple la programmation. Pourquoi simplifier? En fait, on illustrait beaucoup de concepts de programmation avec des graphiques. Donc, ça permettait de façon très simple de créer des formes géométriques et de les modifier, de les voir apparaître là, à mesure qu'on écrivait nos programmes. Donc, c'est un bel outil. Et puis, ben, ça a été un bon succès et Racket s'est beaucoup agrandi. Et puis, le Racket lui-même est un langage en tant que tel très complet qui contient aussi des notions de programmation orientée objet. Et c'est un outil d'environnement aussi, un outil de programmation aussi. On utilise beaucoup le Dr. Racket là, pour faire de la programmation dans cet environnement-là. Et il y a un mode dans Dr. Racket qui permet de programmer de façon Scheme. Alors, on utilise non pas tout l'ensemble du langage, mais on se concentre sur que la partie Scheme. Parce qu'il faut dire que le Racket, c'est un langage qui est multi-paradigme, bien qu'il est fortement influencé par Lisp. Alors, nous, on va utiliser Dr. Racket en utilisant l'option qui va nous limiter à ce qui a été standardisé pour être le langage Scheme. Alors, voilà pour la brève introduction. La prochaine leçon, on va parler des notions de programmation en Scheme. Merci.